Dialogue national et inclusif, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encore donné sa position sur ce processus de paix. Il est donc favorable à cette démarche et pour en parler, je ne suis pas seul. Bienvenue Bakoumana, bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Éric Izami, bienvenue. Merci. Amédée Moirabou, bienvenue. Merci. Et enfin, Serge Nseka, bienvenue. On vous retrouve. Merci. Ouais, on doit dire que c'est quand même une absence constatée depuis un moment et vous êtes de retour. Dans le Congo profond, les journalistes, il faut aller constater ce qui se passe sur le terrain. J'ai beaucoup de choses à dire si vous me laissez le temps. Oui, mais votre fauteuil est resté longtemps vide et les gens vous réclament. Ouais, merci, je suis là. Très bien. Alors, bienvenue Bakoumana, on doit dire que c'est quand même une nouvelle, l'actualité, qui a caractérisé la semaine, ces dialogues. Enfin, on doit le dire, les avis convergent vers cette démarche voulue depuis toujours par le président de la République, le dialogue national. Est-ce qu'on peut dire que la RDC est prête ou c'est une formalité de plus? Non, ce n'est pas une formalité de plus. Lorsqu'on est dans un État comme la RDC, où on investit, je prends les chiffres les plus récents, on investit 3,5 milliards de dollars américains pour la défense et la sécurité en un exercice 2025, ce sont des chiffres du FMI. 3,5 milliards de dollars simplement pour ce secteur-là. À cause de cette guerre-là, dites-vous qu'on sacrifie le développement. Alors aujourd'hui, si on peut aller vers la paix, c'est quelque chose de très important parce que cet argent qui était consacré à la guerre, on va organiser la défense du pays différemment. On peut même l'étaler sur plusieurs années. Mais là, on est dans les urgences. Il faut acheter des munitions en permanence. Il faut faire des mouvements de troupes en permanence. Il faut acheter des avions de chasse, des drones, etc. Ça consomme beaucoup d'argent. C'est beaucoup de charges pour l'État. Donc, ce processus de paix avec les dialogues qui est en train d'être engagé par le chef de l'État et les chefs des confessions religieuses, c'est un processus qui est le bienvenu dans la mesure où ça va permettre à la RDC de regarder beaucoup plus vers le développement. Au lieu d'acheter beaucoup de munitions, on va construire plus de routes. Vous voyez, le ministre des Infrastructures a quitté Kinshasa jusqu'à Lubumbashi par route. Imaginez si on peut prendre son ketch et aller à Lubumbashi par route. Mais lorsqu'on parle de la déstabilisation de la RDC, Éric Izami, le problème est connu. C'est le Rwanda qui est indexé et qui continue jusqu'à ce matin être indexé. Est-ce qu'un dialogue entre Congolais pourra-t-il apporter des solutions attendues et efficaces? Parce que moi, j'aurais plutôt un langage social. Je considère la RDC comme notre maman. Et quand maman est agressée, le mot est bien choisi, aussi bien par nous que par les experts des autres instances. Au niveau continental, même au niveau international, tout le monde a attesté noir sur blanc que c'est le Rwanda qui agresse la maman, République démocratique du Congo. Moi, en tant que fils, j'adhère. Je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'a fait maman. Moi, j'adhère pour participer à faire que je puisse sauver la mère patrie ici, la République démocratique du Congo. Et ce dialogue, c'est la voie obligée pour que nous puissions recréer notre force de l'intérieur et puis vraiment sauver la maman. Le dialogue va-t-il changer la vie du Rwanda dans cette guerre qui nous est imposée dans l'Est? C'est autrement ma question que je pose à Izami. Est-ce que le dialogue va changer la vie du Rwanda? Je ne sais pas, mais tout dépend de notre cohésion. Et cette cohésion nationale, nous en avons vraiment besoin. Vous savez, toute nation divisée, et il y a ces passages bibliques qui disent que si vous êtes divisé, comment vous pouvez faire un front commun face à l'ennemi? Aujourd'hui, ça fait une trentaine d'années, Guichungu, que nous avons la partie est de la RDC est menacée, déstabilisée, pillée, des Congolais tués et violés. Non, il faudrait à un certain moment qu'on mette fin à cette tragédie de plus de 3 décennies en nous réunissant entre nous Congolais pour voir dans quelle mesure on peut faire face à cette déstabilisation qui ne fait que trop durer. Oui, on s'en fout. Moi, j'aimerais même dire qu'on s'en fout de la vie du Rwanda. Le plus important, c'est que les Congolais se retrouvent entre eux et regardent les défis, notamment sécuritaires et économiques, parce que la guerre, c'est vrai, c'est une déstabilisation sécuritaire, mais il y a les sous-bassements économiques. J'aimerais qu'on parle également de ces pertes économiques, Amédée Moirabou, approximativement dans le chiffre, on va nager un tout petit peu. Quelles sont ces pertes économiques
enregistrée par la RDC depuis qu'elle est déstabilisée dans sa partie Est. Bon, Majeure, justement. Oui, je ne saurais pas remonter jusqu'à 1994 où... On parle du Rwanda, déstabilisé par le Rwanda oui, depuis, avec la prise si de... je peux prendre juste une période précise, l'année 2025, vous savez, il y a eu un budget rectificatif en 2025, tout simplement parce que les villes de Goma et de Bukavu sont passées sous occupation du Rwanda. Et avec ça, on a perdu environ 850 millions de dollars qu'on a perdu dans les budgets parce que du fait de l'occupation du Rwanda de ces contrées-là. Donc ça c'est, tu vois, donc pour un seul exercice budgétaire, on ampute 850 millions de dollars. C'est beaucoup, 850 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur le plan des infrastructures, sur le plan scolaire ou même pour s'occuper, ne serait-ce que de nos enfants qui sont dans les besoins alimentaires et autres. Donc c'est ça. Il n'y a pas que ça. Vous savez que la guerre, la déstabilisation de l'Est a fait fuir aussi beaucoup de nos compatriotes congolais qui étaient opérateurs économiques, qui travaillaient dans les institutions, que ce soit nationales ou internationales. Mais ils sont partis, ils ont fui leur contrée, Goma, Bukavu, pour se retrouver aujourd'hui ailleurs, je ne sais pas moi, dans la région, Kenya, Tanzanie et tout. Tout ça, parce que dans un pays, une des richesses, c'est l'expertise nationale. Donc, on ne sait pas calculer combien on a perdu en termes d'expertise de tous ces Congolais fuyant la barbarie et dans la partie Est imposée par le soldat rwandais. Ils ont fui les pays. Ils ne participent plus à la création des richesses. Et ça, on ne sait pas mesurer. Ce qui a été mesuré, c'est seulement les taxes et autres que nous percevons à travers. Mais il y a ça. Il y a cette fuite de cerveau, cette fuite d'expertise qu'on n'a pas mesurée. Et ça, je pense que nous avons eu, le pays a eu un grand coup avec ces fils, ces filles du pays qui ont quitté la zone suite à l'insécurité, suite à la sauvagerie qui est imposée depuis, voilà maintenant... Très bien. Alors on doit dire qu'il y a certains Congolais qui nous suivent d'ailleurs, qui pensent que ces dialogues, c'est le président qui cède à la pression d'Ambongo et non voulu par lui. Je pense Votre que réaction? Le plus important, c'est pas de s'attarder sur les opinions des uns et des autres, parce que le chef de l'État, c'est les garants de la nation, gage de la stabilité des institutions. Il y a de quoi parce qu'à une certaine opinion, surtout quand on veut révisiter les propos de la majorité qui disait non à un certain dialogue, à des conditions bien déterminées, relatives à certaines têtes qui ne devaient pas être vues dans cette affaire-là. Mais quand le cardinal parle l'élévation de la hauteur, je pense que le chef de l'État est allé au-dessus des avis, des opinions des uns. Est-ce qu'il a toujours voulu, en tant que garant de la nation, le président de la République, ces dialogues, format, inclusivité? Mais je ne veux pas rentrer dans tous les épisodes passés. Je m'en tiens au propos du ministre Mouyaya qui, en réponse à ma question lors du dernier briefing, a cité les différents moments où le chef de l'État a parlé du dialogue. Peut-être qu'on n'a pas été nous de la presse, regardant, très attentifs à cela, mais il apparaît qu'il y a des séquences importantes où le chef de l'État a parlé du dialogue. Mais il faudrait dire que parler du dialogue dans cet environnement des guerres où on est en train de tuer, on est en train d'occuper. Je prends l'exemple du Rubaya, je prends l'exemple de tous les territoires qui produisaient, qui faisaient vivre pas seulement l'État, mais aussi des opérateurs économiques privés. D'où, pour moi, l'important est aujourd'hui de construire un discours. Là aussi, le ministre Mouyaya, laissez-moi terminer, sinon vous n'allez pas comprendre mon idée, en tout cas du boulot, pour construire un discours, pour expliquer aux uns et aux autres, parce qu'au départ, tout le monde n'était pas partie prenante à ce projet de dialogue. Et je pense à ceux qui souffrent directement des affres de la guerre. On va discuter avec qui? Des gens qui nous tuent. Il faudrait construire un discours pour préparer l'avènement de ces dialogues qui, in fine, pourraient ramener la paix, ramener la sécurité et la prospérité. Très bien. Alors, bienvenue à entendre Seka, Serge. Il soulève un point important. Il parle de ceux qui doivent participer à ces dialogues
pour lui, il y a certaines têtes qui ne devraient pas, selon lui, parce que ça pourrait être considéré comme une trahison. Est-ce que pour un dialogue inclusif, faudrait-il choisir encore de têtes? Est-ce que ça ne dérangerait pas l'inclusivité du dialogue? Non, pas du tout. Le dialogue, ce dialogue-là a un objectif. Ce dialogue-là a un objectif. C'est lequel? L'objectif qui vise à ramener les Congolais, à ramener les Congolais ensemble, de créer un front intérieur, de créer un bloc pour faire face à l'agression. Alors, ramener les Congolais ou ramener les politiques? Non, des Congolais. Tous. Je parle bien des Congolais, oui. On n'aura pas une salle où on va réunir 120 millions de Congolais. Donc, il y aura toujours des représentations. Il y aura cette forme de représentation. Donc, le dialogue qui va avoir lieu sous ces formats actuels, les dialogues que les Congolais veulent, les dialogues que les chefs de l'État va officialiser bientôt en collaboration avec le concours des confessions religieuses, c'est un dialogue pour le front commun contre le Rwanda. Et on ne va pas siéger, on a déploré ici l'infiltration de l'armée, l'infiltration des institutions, on ne va pas siéger avec les lieutenants du Rwanda. Ceux qui tiennent l'agenda du Rwanda, on va discuter des problèmes des Congolais avec eux. Non. S'ils veulent discuter avec nous, c'est dans le processus de Doha, où on retrouve tous les groupes armés, ils se mettent dans ce processus, on va régler leur sort à partir de ce processus. Par contre, les processus actuels, les processus de dialogue intercongolais inclusif, concernent les gens qui ont comme agenda, l'unique agenda, l'agenda congolais. Il faut apprécier des gestes d'ouverture et des hauteurs. Je préfère utiliser le même mot que le cardinal Fridolin. Les termes, la hauteur empruntée par le cardinal Fridolin. Pour la première fois, il cite le nom du Rwanda. Est-ce que vous sentez déjà cette inclusivité de ce qui hier était un peu dubitatif, très radical? Moi, je vous dis, que à cet appel. J'étais en face du cardinal. Quand il a cité le nom du Rwanda, j'ai tressailli. C'est déjà un signal. J'ai tressailli parce que je me disais, ça y est, les gens ont compris qu'il faut désigner l'agresseur pour que les lignes soient clairement définies. Aujourd'hui, dans nos lignes, on ne peut plus accepter des gens qui viennent défendre les intérêts du Rwanda dans nos lignes. Même dans les médias, comment est-ce qu'on va continuer à accepter des gens qui viennent avec les discours de Kagame, nous les proposer ici à Kinshasa, ou au Congo, ou à Lubumbashi, ou à Goma, ou partout ailleurs? Donc je pense de mon point de vue, et là je pense que c'est le point de vue qui a été adopté, et par le président de la République, et par les confessions religieuses lors de cette rencontre à la Cité de l'Union africaine, c'est d'avoir un dialogue entre les filles et les fils de la République démocratique du Congo qui ont un seul agenda, l'agenda de la République. Cet agenda peut être pluriel. Ça peut être vu d'une manière par Fayoulou, d'une autre manière par l'abbé Cholet, Monseigneur Cholet, d'une autre manière par la société civile, je vais citer comme ça, Jonas Tchombela, etc. Ça peut être aussi vu d'une manière par des gens comme le Moïse Katumbi, oui, ou encore Matata Pogno. Et ils ont Denis Mukwege, ce sont des gens qui aujourd'hui, visiblement, ne portent pas l'agenda rwandais. Mais ceux qui portent l'agenda rwandais, il faut qu'ils continuent à porter cet agenda. On va s'en occuper après. Alors, la paix est-elle ce prix à payer pour assurer l'envol économique de la RDC? Absolument. On a tous vu ici, lorsque, par exemple, il y a eu des attentats de World Trade Center, un certain 11 septembre aux États-Unis. Là-bas, il y a républicains et démocrates. Ils sont mis ensemble. À Paris, lorsqu'il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, on a vu la gauche et la droite être ensemble. Et pourquoi pas nous? Ici, comme a dit le DG Bakoumania, il s'agit des Congolaises et Congolais qui veulent se dire maintenant ça doit cesser. Que faisons-nous pour recréer notre force à partir de l'intérieur de notre pays? Ainsi, nous allons être capables de pouvoir bouter dehors tout celui qui veut nous malmener. Ici, il ne s'agit pas de s'asseoir avec des gens qui nous amènent de la porte de la mort, comme a dit Serge Nseka. Non, ici, il s'agit des Congolaises et Congolais qui se disent la paix, c'est le premier gage et même la condition sine qua non pour voir dans quelle mesure nous allons décoller. On ne va pas décoller avec l'appel des gens qui viennent mettre leurs investissements chez nous sans qu'il y ait la paix. La paix, c'est ce qui va nous conduire au salut. Et ça passe d'abord par ceux qui veulent défendre la maman, la patrie, la République démocratique du Congo. Et c'est essentiel. Très bien. Alors, cet appel au dialogue fait-il déjà trembler les adversaires? Oui, je pense, oui.
savez, tous les détracteurs de notre pays, ils aiment nous voir divisés. Ils aiment voir le pays divisé, les acteurs politiques divisés, et même la société civile divisée. Donc, l'union, comme on dit, l'union fait la force. Et quand ils savent que les Congolais commencent à s'unir pour faire un front commun contre tout ce qui déstabilise le pays depuis une trentaine d'années, mais évidemment, ils ont peur. Et dites-vous bien que pendant qu'on a annoncé ces dialogues, eux aussi se préparent pour voir comment continuer, pérenniser cette division-là. C'est pourquoi ici, il faut faire appel au sens le plus élevé des Congolais pour leur dire que ce pays nous appartient. Et comme je l'ai toujours dit, la RDC doit être la locomotive en Afrique. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait la paix. On ne peut pas être la locomotive de ce continent si nous restons divisés, si les armes continuent à crépiter dans une partie de notre pays. Très bien. Il y a quand même, parce que vous parlez de la paix, nous sommes devenus familiers au terme dialogue. Ce n'est pas une première que les Congolais dialoguent entre eux. Est-ce que la question qui arrive, aujourd'hui, la RDC a tous les atouts qu'il faut pour réussir ces dialogues? Je pense que le plus grand atout, c'est la volonté exprimée par le chef de l'État de réunir tous les Congolais. Il n'est pas le seul dans la démarche. Bien sûr. Mais je pense que le plus grand atout, parce que les évêques ont tempêté par le passé, ils ont été victimes des attaques des uns et des autres, parce que les dialogues autour de pacte social étaient perçus comme un projet étranger. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de convergence des vues entre la confession religieuse et la majorité représentée par le chef de l'État, politiquement parlant, et que c'est un point de départ pour la réunification aussi, je puis dire, parce que c'est la condition sine qua non pour le Congo de développer, de décoller. Amédée vient de parler de la responsabilité morale de la République démocratique du Congo. Entre 9 voisins, nous avons le rôle de locomotive. Nous devons tracter les autres vers le développement sous-régional. Dans la déstabilisation d'une partie de la RDC déstabilise aussi les voisins. La sous-région. Et pourquoi pas l'Afrique tout entière? Parce que, un exemple, on parle des minéraux à ce moment, mais on oublie que sur le seul site d'Inga, on a plus de 40 000 mégawatts. Si on le travaille avec de nouvelles technologies, on peut atteindre 70 000 mégawatts. La centrale qu'on est en train de vanter en Éthiopie, la Renaissance, c'est 5 000 mégawatts. 5 000. Donc, nous, on peut oublier les minéraux, ne vendre que l'électricité et rester grand. Et mettre tous les autres sous nos bottes, parce que le jour où on serait en froid contre vous, on vous coupe l'électricité, il y aurait un certain respect. Et c'est si possible que si la paix est garantie. Mais justement, si on peut ne pas s'entendre sur le plan politique, mais pour le Congo, par rapport à l'économie, par rapport à la grandeur du pays, on le voit avec les États-Unis. Les démocrates et les républicains ne sont pas toujours d'accord, mais quand il s'agit des États-Unis, ils peuvent même prêts à retirer un carton rouge à un joueur pour le bien de la grandeur des États-Unis. Donc, nous ratons des opportunités, nous ratons des moments de rendre ces pays fiers. Et je suis en train de prier pour que ce rendez-vous ne soit pas un rendez-vous raté. Et quand on parle inclusivité, j'aimerais que ceux qui appellent au dialogue puissent nous définir les contours de ces mots-là, parce que le tout dépendra de ces mots. Qui doit venir? Qu'est-ce que nous voulons? Quels sont les objectifs assignés à ces dialogues? Et pour les atteindre, avec, il faut avancer. Et le cardinal avait dit qu'on va suivre un peu le développement des actualités. Moi, je ne veux pas me risquer pour déterminer déjà la matière et les modalités de convocation de ce dialogue, mais j'espère que tout le monde... En tout cas, la finalité est connue, c'est la paix, et que un front commun pour la paix. La bonne volonté sera démise pour atteindre ces fronts communs. Très bien. Alors, la question qui me passe à l'esprit, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas, dialoguer avec le chef de l'État ou autour du chef de l'État? Écoutez, je vais répondre à votre question, mais je voulais quand même répondre à la question de Serge. Quand il dit l'inclusivité sera définie, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui répète encore une fois, l'inclusivité, c'est
les filles et les fils de la République démocratique du Congo, nous excluons les lieutenants du Rwanda. Ceux qui portent l'adjudant du Rwanda ne sont pas les bienvenus. On va discuter avec ceux qui vont venir pour justement avoir un front contre le Rwanda. Ça doit être clairement dit. Si ce dialogue, c'est pour que nous soyons encore une fois infiltrés, alors on n'a pas tiré les leçons des plus de... Et ça sera un dialogue de plus, des ratés. Alors, ma question. Oui, vous pouvez la dialoguer autour du chef ou avec le chef de l'État? On va dialoguer autour du chef de l'État. Un chef de l'État, je ne sais pas si on se représente ce qu'un chef de l'État. C'est une institution. On ne vient pas discuter avec lui des problèmes de la nation comme si on avait toutes les informations comme lui. Il a toutes les informations du pays mieux que quiconque. Donc on vient discuter autour de lui. C'est-à-dire que vous soyez avec lui ou contre lui, vous vous mettez autour d'une table et vous discutez des affaires du pays, pour l'avancement du pays. Serge a dit des choses très intéressantes, notamment sur le plan de l'électricité. Amédée l'a dit à plusieurs reprises, et moi je préfère aussi le redire. Je l'avais dit la dernière fois, mais je le redis encore. Un pays qui a une puissance énergétique, personne ne viendra l'attaquer. Ce sont des sujets sur lesquels nous, Congolais, on doit s'asseoir et assumer, et demander à ce que nous puissions prendre des options claires pour que le pays puisse devenir incontournable. Aujourd'hui, on est président du Conseil de sécurité. Demain, on doit être membre permanent du Conseil de sécurité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il suffit que nous organisions notre puissance, que nous puissions construire notre puissance en termes énergétiques, en termes militaires, en termes économiques, pour que nous puissions être respectés et siéger. Et le préalable, c'est la paix pour vous. Les préalables et des préalables pour que nous puissions réussir tout ça, pour que vous puissiez construire, avoir des barrages qui vont atteindre 40 000 MW, 100 000 MW ici en République démocratique du Congo, il faut la paix. Très bien. Il faut absolument la paix. Et l'instrument le plus important de la paix, c'est l'armée. Et le président de la République, le gouvernement actuel, le gouvernement de Mme Souminois, a mis des moyens pour que les militaires puissent faire la guerre. Nous devons travailler pour que nous puissions renforcer cet outil important de la sécurisation et de la défense de nos frontières qu'est l'armée. Alors, Amédée l'a dit, je vais le dire avec mes mots, c'est la seule occasion, la seule opportunité pour tout Congolais de démontrer son patriotisme. Exactement. Quel discours tenir, Eric Izami, face à ceux-là qui vont contester, puisqu'on entend déjà ci et là certaines déclarations, cette démarche de paix, ce processus de paix. C'est là où nous, journalistes, nous allons jouer notre rôle pour faire de cette affaire du dialogue un sujet multicolore. On a besoin de toutes les filles, tous les fils du Congo-Kinshasa. Et derrière le sens du mot inclusif que l'on veut du dialogue, j'ai posé cette question au ministre de la Communication et des Médias. Il dit tout celui qui est capable de pouvoir d'abord commencer par nommer le mal. Et le mal ici, c'est le Rwanda. Il ne faut pas tergiverser. Le mal ici, c'est le Rwanda. Et dire que non, c'est le Rwanda qui agresse, qui tue, qui pille, qui viole, qui massacre. Non. On a déjà donné le go. Que dire de ceux qui ne vont pas s'associer à cette démarche de paix? Ils seront jugés par Qui sont-ils pour vous? C'est tout celui qui viendra justement avec la velléité de... Ceux qui contestent déjà, justement mais ils seront jugés par l'histoire. Parce que maintenant, là, pour moi, le cardinal Ambongo a une mission également, que d'aller convaincre les autres qui tardent la raison de la barque. Ici, c'est un peu comme l'affaire de Noé. Il s'agit de sauver la maman, j'insiste. La maman ici, c'est la RDC. Voyez-vous, c'était difficile. Hein. Il fallait voir les body language du cardinal. Quand il disait que c'est le Rwanda. Non, c'était la joie. Pour moi, j'ai éprouvé de la joie. Très bien. Voilà. Alors, quelles sont les raisons que vous pouvez aujourd'hui avancer à ces Congolais qui sont en train de vous suivre, Amédée Mouarabou, puisqu'on vous suit beaucoup, les motivations essentielles aux Congolais, pour le Congolais lambda, à adhérer dans cette démarche essentielle? Parce qu'aujourd'hui, les problèmes des Congolais sont connus, on parle du social, ils veulent manger, on parle plus du bien-être, et puis voilà. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent amener ces Congolais, parce que certains pensent que ça va se jouer à un certain niveau. Encore une fois, les Congolais lambda seront marginalisés. D'abord, le peuple sera marginalisé. D'abord, une parenthèse. Vous avez vu pendant la Coupe du Monde,
quand la République démocratique du Congo a eu à gagner certains matchs, vous avez vu cette joie des Congolais une joie dans la partie occupée, notamment à Goma, ces Congolais qui Même les occupants dansaient. avec le drapeau. Et arrivé quelque part, on leur a ravi les drapeaux nationaux. Et pourtant, les drapeaux, ils se reconnaissent dans ces drapeaux-là. Ils se reconnaissent dans ces... Donc, c'est pour dire que tout Congolais qui se reconnaît dans nos valeurs, dans nos objectifs, dans notre ADN congolaise, tout c'est lui. Parce que, comme je l'ai toujours dit souvent, vous savez, depuis 1960, ce pays a pris tellement du retard. Et ce retard s'est accentué pendant cette trentaine d'années de déstabilisation. La RDC, comme je l'ai dit, doit être la locomotive. Nous devons être une puissance économique mondiale au cœur de l'Afrique. Mais on ne s'est pas arrivé à ces statuts-là parce que nous n'avons pas l'intégrité de notre territoire. Nos matières premières sont pillées, c'est-à-dire qu'on ne paye pas ce qu'il faut payer pour avoir ces matières-là. On vient, on pille, et pire que ça, on a décimé des millions de Congolais. Ça, personne n'oubliera ça. Hein? Ceux qui nous ont tués, ceux qui ont violé nos mamans. Mais non, il faudrait qu'à un certain moment dire que ça doit cesser. Il faudrait que cette période prenne fin à un certain moment pour qu'on se regarde entre Congolais, qu'on voie quelle voie, quel itinéraire économique tracé pour ce pays qui a tout pour être une puissance économique. Serge a commencé à le dire. L'RDC, c'est parmi les rares pays au monde qui peut être une puissance énergétique, une puissance minière, une puissance agricole, une puissance touristique même. Culturelle. Parce que la RDC fait partie des 10 pays qu'on appelle des pays de méga biodiversité. C'est-à-dire, voilà, on peut citer comme ça au moins 10 secteurs qui sont chez nous pour lesquels nous pouvons être une puissance économique dans ces secteurs. Donc, nous avons toutes les opportunités, nous avons tous les atouts pour être cette locomotive-là, cette puissance économique. Mais pour ça, nous devons être unis et avoir un pays en paix. Et une nation qui regarde dans une seule trajectoire pour le bien de tous les Congolais. Je ne vois pas... Vous savez, moi je m'accroche chaque fois, puisque quand bien même on sait que ces derniers temps on a fait des performances économiques, en tout cas majeures sur le plan du cadre macroéconomique, les réserves d'échange, ils ont culminé jusqu'à 8 milliards, la croissance économique, elle est au-dessus de la moyenne africaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a des Congolais qui ne voient pas cette croissance économique dans leur assiette, dans leur vécu quotidien. Donc moi je pense, et je l'ai toujours dit, il faut que ces moments arrivent où, vous savez que avec l'occupation de Goma, le président de la République avait fait un discours auquel j'ai toujours fait allusion, le discours du 29 janvier 2025, dans lequel il a dit, il annonçait une ère de paix et de prospérité en République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours attendu ce moment-là. Donc la paix va avec la prospérité avec la de la RDC. Voilà. On ne peut pas être un pays autant béni et avoir une population pauvre. Très bien. Alors, on doit dire qu'à un moment, on a vu le gouvernement de la RDC s'engager dans tout le front pour ce retour de la paix. Je ne vais pas rentrer dans une sorte d'analyse pour savoir ce que ça produit exactement, mais parlons du dialogue qui est sur la table. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce front engagé? On met quoi? On se focalise sur le dialogue ou on poursuit le dialogue plus le front engagé? On doit glaner toutes les victoires qu'on a obtenues sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Il y a eu des succès. Je n'oublie pas le front souvent communicationnel, le travail qui a été fait par la presse. Le succès de Patrick Mouyaya. La presse du Congo. Et la presse. Sous la houlette. Et la presse. Donc, il y a eu... Lui-même journaliste de profession par nature et qu'il a su communiquer, apporter le discours
la bonne parole aux journalistes pour le convaincre à rentrer dans cette dynamique et ça paye. Et moi, je pense qu'à un autre niveau, je fais une transposition, qu'on doit faire la même chose pour ceux qui résisteraient à l'idée du dialogue. Pourquoi? Il y a des intérêts personnels importants qui vont servir des pesanteurs pour l'adhésion, pour le soutien à ces projets de dialogue. Tous les Congolais ont l'obligation de croire que c'est le moment ou jamais de travailler en faveur de la République démocratique du Congo. Pas seulement pour le Congo présent, mais pour le Congo éternel, le Congo à venir. Nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, je viens du Grand Katanga, du Kolwezi, on est en train d'exploiter à des endroits où, quand Mobutu partait, on n'y avait pas touché. Demain, quand nous partirons, qu'est-ce qu'on laissera? C'est l'occasion pour ceux qui vont faire des procès à gauche et à droite partout à l'étranger de venir au pays pour qu'on puisse discuter. Voir comment l'eau peut arriver à 500 km de Kolwezi, comment à Kimbanté que les gens peuvent vivre sans insécurité, ainsi de suite. C'est l'occasion de discuter, de donner de la matière au gouvernement pour une action efficace. Comment pouvez-vous lancer ces dialogues avec, notamment en parallèle, le front militaire? Écoutez, c'est justement pour trouver des solutions à ce front militaire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions, le pays, la République a dépensé plus de 3 milliards de dollars, consacré plus de 3 milliards. Il faut arrêter la guerre. Oui, il faut arrêter la guerre. Justement. Parce que la guerre est en train d'engloutir énormément de ressources budgétaires. Il faut qu'on mette fin à la guerre. Pour autant, je ne suis pas l'adepte de celui qui va dire Monsieur le Président, Monsieur le gouvernement, n'investissez plus pour l'armée. Non, au contraire. Il faut que nous puissions investir en même temps, être sur ce front, mais aussi privilégier le dialogue. Justement, pour arriver à doter l'armée des moyens, à doter l'armée des équipements qui font défaut, à doter l'armée des militaires bien formés, ça c'est aussi un fait important, notamment dans les nouvelles technologies, il faut des moyens. Il faut beaucoup de moyens. Et quand il faut produire des moyens, c'est ailleurs. L'armée est consommatrice des moyens, même si l'armée d'une manière ou d'une autre doit aussi produire, mais les moyens viennent d'ailleurs. Viennent des mines, viennent des services, viennent de la télécommunication, viennent de l'énergie. Nous devons travailler de ce côté-là pour qu'il y ait suffisamment de moyens. Et pour qu'il y ait suffisamment de moyens, il faut la paix. Nous avons vu le président de la République. Ce dialogue va justement couper l'herbe au pied de Kigali, de Kagame, de l'agresseur Kagame, va couper l'herbe sur son pied pour permettre à ce que les ressources qu'ils sont en train de prendre par la prédation reviennent dans les canaux nationaux. Nous avons vu le président de la République, je ne parlerai pas de se bomber le torse, mais se réjouir, c'est l'expression qui est plus facile à utiliser, de tous les impacts, toutes ces retombées après le front diplomatique. Aujourd'hui, on voit plutôt ce même président de la République ouvrir un front du dialogue. Est-ce que c'est par échec de la première démarche qu'on migre vers la deuxième? Non, pas du tout, pas du tout. Les retombées ne sont pas que ce que vous citez là. Vous pensez que c'est par hasard que les Léopards sont arrivés au 16e de finale de la Coupe du Monde? Lorsque l'économie va, et l'économie congolaise, on ne peut pas le dire que tout va bien, Madame la Marquise, mais l'économie congolaise est en train de se remettre petit à petit sur les rails. Et lorsque l'économie marche, vous voyez, avec le peu qu'on a déjà ici, l'incidence sur le sport, on a été à la Coupe du Monde 52 ans après. Parce qu'on a mis un peu plus de moyens dans ce secteur-là, parce qu'il y en avait. À l'époque, il n'y en avait pas, on ne mettait pas. Et à l'époque, quand on découpait la Gécamine, on se mettait plein les poches. Mais aujourd'hui, le peu d'argent qui entre a m'aidé à faire un bilan élogieux. Les réserves internationales à 8 milliards, 3 semaines et quelques... 3 mois et quelques semaines d'importation, ce n'est pas peu. On n'a jamais connu ça avant. Vous avez un budget en ressources propres qui a explosé. Vous vous rendez compte que le pays est en train de se remettre petit à petit. Mais là où je suis d'accord avec Serge, il faut que la répartition de cette richesse se ressente auprès de tous les Congolais. Il ne faudrait pas qu'une classe
puisse se retrouver et une autre ne se retrouve pas. Notamment un équilibre social. Cette redistribution du revenu national passe notamment par l'amélioration du salaire, passe notamment par la prise en charge, la gratuité de l'enseignement, de la maternité, la prise en charge des routes d'intérêt national, etc. Et je pense que, à voir ce que le ministre de VPM Mouzito avait écrit dans sa tribune, je pense qu'on est résolument entré dans cette voie et qu'on peut observer déjà l'horizon 2035 pour la République démocratique du Congo, un horizon qui promet, Très bien. qui promet que nos enfants vont respirer. Très bien. Alors, ceux qui sont à Goma en ce moment, le seul discours qui passe à leurs oreilles, c'est pour des raisons politiques que l'on veut ce dialogue, c'est pour ouvrir une possibilité de glissement. Vous avez d'ailleurs participé à ce point de presse du gouvernement, organisé par le porte-parole du gouvernement. Vous suivez également la situation de très près. Quel discours tenir à ces Gomatraciens, à ceux de Bukavu, toutes les autres zones occupées, qui restent dans dans leur imagination avec à l'idée que c'est pour des raisons politiques ces dialogues? Bon, voilà, ils ont la réalité macabre dans leur chair. Ils vivent ça au quotidien. Comment on tue, comment on viole, comment est-ce qu'on massacre et tout ça à longueur de journée. Il y a même la ville de Béni, par le moment que l'on dit, qui porte mal son nom, d'être béni, mais on tue là-bas. Alors moi, je dirais ceci à ceux-là, à ceux et celles qui sont dans cette partie du pays, que nous ne vous avons pas laissé. C'est vrai, vous souffrez. Nous, on souffre petitement par rapport à vous. Mais on ne doit pas perdre espoir. Moi, je pense que ce dialogue nous offre quand même l'occasion de nous parler. Pourquoi je le dis? Ici, il ne s'agit pas d'un problème de gouvernance. Parce que je note par exemple que Martin Fayulu est en désaccord avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autant que le prix Nobel, Denis Mukwege. Ils sont tous les deux pas d'accord avec le chef de l'État dans la manière de gérer. Mais tous les deux, quand même, un dénominateur commun, ils fustigent l'agression. C'est de ça que nous voulons. Ce n'est pas un dialogue pour non, rien à voir évaluer la mandature du président, la deuxième, ou encore les actions menées par le gouvernement. C'est un dialogue qui vise autre chose. Pour se retrouver et vouloir vraiment conjuguer nos efforts, mutualiser nos intelligences, nos énergies, pour se dire que faisons-nous pour en finir avec celui-ci qui nous a toujours voulu à genoux. Et c'est faisable. Et je vais illustrer ça par un exemple. Je suis un peu amateur de films, je constate qu'autrefois, le Japonais a siégé la Grande Chine. Mais voilà, pendant des années et des années. Mais il a suffi qu'ils prennent conscience au niveau de la Chine pour qu'ils se remettent et se mettent debout. Maintenant, tiens, ces gens ici ne peuvent pas toujours nous dicter leur... Et ça, c'était un front interne. Mais justement, c'est ce que nous voulons, nous, atteindre par des Congolais qui veulent, cette fois-ci, se sauver. Parce que c'en est trop. Figurez-vous, c'est de nos enfants qui sont nés, qui ont grandi, qui n'ont entendu que le verbe du genre violer, tuer, massacrer. Mais je me pose la question, toutes ces personnes qui nous observent ici dans notre continent, je rappelle à notre opinion qui suit que lorsque la ville de Tombouctou avait été malmenée par les djihadistes là, mais tout le monde avait parlé à travers le monde. Mais le parc de Virunga, un joyau mondial. On est en train de dépicer ça, de décomposer ça. Et personne ne dit mot. C'est nous-mêmes qui allons créer notre force. Et ça part de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une occasion pour nous de nous mettre ensemble sur une table. On parle. Qu'est-ce que nous faisons? Et je pense que si nous sommes sérieux, si nous-mêmes nous reprenons conscience que ce pays est à nous, et nous allons faire un legacy, lui il a pas l'héritage à donner à nos enfants, à nos petits-enfants, parce qu'ils vont nous côté. Papa, vous étiez là. Qu'avez-vous fait? Moi, je dirais non. Chez Chungu, moi j'ai quand même dit que c'était nécessaire de se rencontrer pour parler et puis que chacun donne des idées et puis on avance. Voilà, parce que personne ne va nous sauver. J'étais très malheureux et c'est même l'essence de ma deuxième question au ministre Mouyaya. Mais nous tous ici, dans le mental collectif, nous savons que les Américains sont plus forts que tout le monde. Mais comment est-ce qu'ils ont donné un ultimatum au 15 juillet 2026 et puis l'ultimatum est arrivé, personne n'a quitté notre sol. Tiens, finalement je me dis, l'homme sage est celui qui compte d'abord sur ses propres efforts. Et ces propres efforts-là, ce sont nos filles, ce sont nos fils. Et c'est d'ailleurs ça la question d'Amédée Moirabou. Je vais vous la poser. Est-ce que la RDC doit finalement tourner le dos à tous ses partenaires qui, pour certains, jouent double jeu et se concentrer que sur les fils et filles, comme le dit Éric Izami, en se retournant totalement face à l'injustice qui prévaut dans l'Est, pour trouver des solutions, justement. Non, comme le dit Éric Izami, non, on ne va pas
tourner les dos à nos partenaires qui nous accompagnent. D'autant qu'il n'apporte pas assez de solutions au problème qui est constaté. Il a cité les États-Unis, on doit le dire, on a attendu les deadlines, si on doit le dire comme ça, les moratoires étaient expirés. Et il y a encore d'autres qui ne cessent de dire Rwanda, on sait l'entendre de leur bouche, mais de manière concrète, on sent que le Congo est un tout petit peu délaissé. Quoi qu'il en soit, la première responsabilité revient d'abord à nous Congolais. C'est notre pays, c'est notre nation, c'est notre territoire, c'est à nous de le défendre avec de toute notre force. C'est d'abord notre propre responsabilité. Je vais prendre juste l'exemple des États-Unis que vous venez de citer là. Mais ce sont les mêmes États-Unis qui venaient à peine de sanctionner les responsables de l'FCM 23 et autres. Donc nous avons besoin de ce genre d'appui, de soutien. Donc on ne peut pas dire que tout ça c'est rien, non. On ne peut pas dire que tout ça c'est rien. Mais le poids de ce pays doit reposer sur le Congolais. C'est pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai répondu sur ce que Bienvenu disait par rapport aux aspects économiques, oui, nous avons fait un parcours très intéressant depuis 2019, parce que nous avons les indicateurs macroéconomiques au vert et tout. Et ça malgré la guerre. Ça malgré la guerre, mais cela ne suffit pas, parce que les Congolais continuer à être pro. C'est pourquoi moi, je proposerais même au gouvernement et même au président de la République, pendant que nous sommes en train de préparer ces dialogues, de précéder ces dialogues même par des assises scientifiques sur le développement de la République démocratique du Congo. Une table ronde, par exemple. Mais je parle des assises scientifiques où on appelle tous les Congolais qui ont quelque chose dans la tête pour voir comment on peut corriger notre trajectoire économique, pour en faire en sorte que d'ici 10 ans, que les Congolais ne soient pas aussi pauvres qu'il est maintenant. Voilà. Donc je pense comment penser le Congo après le dialogue? Mais je crois qu'il y a quelque chose. Non, on pense les Congo avant même les dialogues, parce que les dialogueurs, si je peux les appeler ainsi, les dialogueurs, ce sera plus les politiques. Mais ici, les assises scientifiques, c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête, qui voient comment les autres économies progressent et qui vont justement verser une feuille de route aux dialogueurs pour dire, voilà, selon notre appréhension, selon notre intelligence, prenez ça. Dialoguer avec les recommandations. Un consensus politique et tout. Ça devient aussi une feuille de route sur la trajectoire économique de la République démocratique du Congo. Parce que pour devenir une puissance économique au cœur de l'Afrique, pour devenir une puissance militaire au cœur de l'Afrique, il faut utiliser toutes les intelligences congolaises. Mais est-ce que c'est ça la finalité de ces dialogues? Parce que quand on parle de retrouver ce front pour faire face au Rwanda, ça va beaucoup plus dans une sorte de solidarité interne, cohésion interne pour s'attaquer au Rwanda. Mais lorsque je vous entends parler, ici c'est de l'intelligence crème scientifique à mettre en musique pour résoudre le problème du Congo. Résoudre le problème. Vous savez pourquoi? La paix sans le pain, c'est une paix factice. C'est pourquoi je dis, il faut capitaliser ces moments, ou en tout cas ces projets que le président de la République vient de mettre sur la table. Il faut les capitaliser au maximum. C'est pourquoi je dis, si les scientifiques peuvent produire une feuille de route pour dire que voilà la trajectoire économique que nous voulons pour la RDC, qui sera avalisée par les dialogueurs lors du dialogue national et tout, de sorte que tout juste après ces dialogues-là, nous avons une boussole pour voir où amener notre pays. Parce que comme je l'ai toujours dit, Gichungu, il y a 64 millions de pauvres en République démocratique du Congo. Mais ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Nous savons tous que nous n'avons pas suffisamment encore des infrastructures. Mais comment financer notre développement? C'est tout ça, c'est important. Parce que les dialogues, ce sera plus politique, mais il faut qu'il y ait un soubassement intellectuel sur la trajectoire économique du pays. Très bien. Et ça peut se faire à 3 niveaux. D'abord à court terme, à moyen et long terme. Je dis pourquoi. Je suis en train de noter ici que
l'actuel ministre de l'économie, le professeur Moussa Moukoko Samba, a quand même fait la ronde de plusieurs provinces. Notamment, je prends la Tchapa. La Tchapa passe pour être la plus pauvre de toutes les 26. La Tchapa a Befale, Bokungu, Ikela, Monkoto, Djolou, Bouende, chef-lieu. Mais c'est dans la Tchapa... Tu es né là-bas ou quoi? Non, mais il maîtrise bien. Il connaît le Congo. Il connaît le Congo. Ouais. Mais c'est inexplicable, pardon de ce qu'a dit Amélie tantôt, que ces coins du pays puissent manquer, par exemple, une industrie qui produirait le pneu. Le pneu est né là-bas. Le pneu est né là-bas avec les VA. Mais bon, 66 ans après, qu'avons-nous fait? Et c'est comme ça que je dis, à court, moyen, long terme. Et les travaux déjà amorcés par le ministre Mokoko Samba peuvent être amplifiés. Et on peut aller comme ça dans plusieurs provinces. Lui, il a parlé de la province la plus riche, qui a la forme du bois, le Lualaba. Le Lualaba, c'est Kapanga, Dilolo, Sandoa, Muchacha, Lubudi, et puis Kolosi Alisano. Mais c'est les bastions de la richesse. Dans toutes nos émissions, si j'ai toujours émis le vœu. Prenons le Sankourou pour ne pas être injuste. C'est au centre. Ouais. C'est chez toi, au centre. Là-bas, vous avez Lomela, Tumbe, Katako, Kole, Lusambo, Lubefou. Et Lubefou comme chef-lieu. Lusambo, c'est le chef-lieu. Lubefou, je ne sais pas quoi. Les territoires. Les territoires. Ouais. Alors là, on peut faire la riziculture. Là-bas, on mange Pongalo Jesse. Mais comment on peut toujours importer? Sur place, on peut produire le riz et puis nourrir les gens. Et quand ils ont le pain, on pourra faire la paix. Avec la paix, on crée notre pain. Et lorsqu'on aura mangé à satiété, on pensera au progrès, les trois paix. La paix, le pain et le progrès. Et nous en avons l'énergie, l'intelligence, les temps, les hommes à foison. Pour moi, venons il est toujours pour donner un détail. Et puis je poserai la question. Oui, vous avez posé la question tantôt. Je n'avais pas pris vous. Usurpation. Ok. Non, mais c'est un débat, il a réagi. Non, on doit respecter un certain ordre. Allez-y. À un certain moment. Le professeur de géographie. Une question qui a été posée ici, Oui. pour savoir si le dialogue, ce n'était pas un prétexte pour voir parler de troisième mandat et avec la tribune, l'interview de ministre Moukoko Samba qui fait la projection, pas seulement économique, mais politique pour 2035. Moi, j'ai dit que c'est très réducteur. On parlait d'Adolphe. Sa tribune. Autant pour moi. C'est très réducteur. Pensez qu'on va organiser un dialogue pour permettre à Félix Tshisekedi de briguer le troisième mandat. Parce que la situation, troisième mandat pour gérer quoi? Si jamais on ne sait pas rétablir le pays dans des dimensions normales, remettre tous les indicateurs à des proportions voulues pour que le pays puisse marcher. Il y a une chose, chercher, même pour ceux qui sont à l'Est et ceux qui sont en train d'occuper nos territoires, c'est une chose. Prendre des richesses et une autre est avoir le temps de le consommer. On est en train de ne pas voir l'implication des sanctions. Oui, parce que nous, ça ne nous concerne pas. Imaginez que vous soyez là, vous avez des millions, des milliards, on vous dit jamais vous ne toucherez à cet argent-là. Tant que ça sera en monnaie des autres, en dollars américains et autres. Nous, on ne mesure pas. Donc, vous aurez travaillé pour rien. Et puis des implications par rapport à... Ça fragilise ces sanctions, il faut le dire. Même pour nos amis qui sont de l'autre côté, c'est l'occasion pour eux de regarder un peu dans leur propre avenir. Rétroviseur et penser, si pas eux, à leur progéniture. Il leur faut une... À leur progéniture, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à penser que je suis maître de Roubaya, je suis maître de Goma, je suis maître de ceci et cela, et rester éternellement. Pourquoi l'histoire ne nous enseigne pas? Pourquoi l'histoire récente de notre continent, de notre pays ne nous enseigne pas? Pourquoi tant d'entêtement? C'est vraiment, ça ressemble à l'envoûtement. Il faudrait que les pères spirituels se mettent à prier aussi pour un certain moment. Parce qu'il y aura des conséquences, pas seulement pour eux, pour ceux qui sont enterrés aujourd'hui, mais pour leur progéniture. Très bien. Alors, c'est toujours important de savoir comment se comporte l'adversaire, même dans la théorie du complot, plus loin encore, comme lui a dit, il aime bien suivre le film. Quand on fait des attaques, c'est toujours important de savoir comment est-ce que ça se passe de l'autre côté. Parlons de toutes ces menaces, ces sanctions notamment, la position de la communauté internationale, la position de la RDC.
En ce moment-ci, comment se comporte le Rwanda? Quelle est la posture de Kagame face à tout ceci? Moi, ce qui vient de Kigali importe peu. Hein. Les gesticulations du président Paul Kagame... Il a récemment fait une déclaration, j'ai appris. Mais justement, lorsqu'il parle de la République démocratique du Congo, de ce qui concerne les Congolais, ça m'intéresse. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Et je comprends aussi que depuis un temps, le président Paul Kagame est devenu comme un serpent blessé. Hein, il a devenait partout. Et là, il a la dernière instinct fois, de survie. Je suis même en train de me demander, mes frères qui sont à Goma, je parle bien de mes frères, qui sont à Goma. Pas de lieutenants. Non, pas de lieutenants. Bon, ils sont malheureusement lieutenants aujourd'hui. Okay. Mais certains, pas tous. Il ne demeure pas moins. Non, tous ceux qui sont à Goma aujourd'hui, qui dirigent l'AFC, le M23, et même d'autres là qui viennent, notamment l'ancien président Kabila, je suis désolé, ce sont des lieutenants de Paul Kagame. À eux, je m'adresse à eux, en leur disant, lorsque Kagame dit que la dissolution du M23 va impliquer la dissolution du Rwanda. Je me demande quel cordon ombilical lie comment ils perçoivent ces discours. Est-ce qu'eux, ils sont à l'aise? J'aurais bien voulu que vous puissiez regarder votre caméra. Oui, non, je me pose la question. Si mes frères, je parle à mes frères qui sont à Goma, est-ce que vous êtes à l'aise lorsque un président d'un pays étranger, d'un pays agresseur, lie votre sort avec le sort de son pays, soi-disant les intérêts de son pays. Il lie votre sort avec les intérêts de sa politique d'agression. Je me pose la question si ils sont à l'aise avec ça. Moi, à leur place, je ne serais pas à l'aise. Pas du tout. On ne peut pas être à l'aise quand le Rwanda, et tous les Congolais savent que quand on parle du Rwanda en ce sens-là, et quand Kagame expose mes frères de cette manière-là, mais ils sont bannis de la République. Personne au Congo ne va les accepter. Parce qu'aujourd'hui, c'est Kagame qui nous le dit. Il nous dit que non, mes intérêts à moi, mais c'est le M23. On n'a même plus besoin des rapports des Nations Unies où Kagame lui-même le dit. Clairement, noir sur blanc. Que mon sort est lié au sort du M23. Vous cherchez la disparition du M23, vous voulez ma disparition. Mais les choses sont tellement claires que j'invite mes frères à tirer les leçons, à tirer les conséquences de cette déclaration. Et c'est la dernière déclaration de Kagame. Silence radio à Goma, silence radio à l'homme de Kingakati, silence radio pratiquement de là où on devait s'attendre à une protestation énergique. Et pourtant qu'il trône cela, la liberté du Congolais, et voilà, il trône venir changer l'image du Congo et apporter des solutions aux problèmes. Leur silence n'explique pas tout ceci. Est-ce que vraiment, cher Guy Chungu, on peut venir changer l'image des Congolais en étant l'instrument, l'outil du Rwanda pour déstabiliser, tuer les Congolais? Non. C'est impensable. En pillant. Parce que si c'est la dimension prédation de cette déstabilisation de l'Est, c'est une dimension importante. En pillant l'Est du pays, les minéraux sont en train de traverser. Des pays voisins ont vu leurs statistiques exploser, comme par magie. Ils n'ont même pas une once d'or. Comme par enchantement. Ils ont du mal à l'expliquer. C'est ici l'occasion aussi de demander à certains de nos pays, de nos partenaires, de nos partenaires, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais en tout cas certains de nos partenaires doivent bien regarder pourquoi ils sont en train de financer l'exploitation illégale de nos minéraux dans l'Est. Ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter d'encourager le financement de ces minéraux. Ce sont des partenaires avec qui on a signé des contrats importants. Ce sont des partenaires qui ont toujours été avec nous. Même d'autres viennent d'arriver avec nous. Ils doivent venir, ils doivent nous dire... à la lumière du jour et à visage découvert. Oui, absolument, que financer la guerre d'une manière ou d'une autre, encourager leurs entreprises à financer la guerre d'une manière ou d'une autre, c'est ne pas participer au développement du Congo, c'est participer au viol des femmes, au massacre des civils innocents, c'est vraiment innommable. Très bien. Par rapport à ces partenaires à deux visages qui coopèrent avec le Rwanda et en même temps ils tirent les bénéfices de l'exploitation de manière légale à la République démocratique du Congo. Bon, vous savez, la communauté internationale a toujours été à double face. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères.
ils ne sont pas sincères. Même l'Europe qui s'est toujours prévalu d'avoir de l'éthique dans la gouvernance, mais ce sont des pays européens qui achètent du coltan auprès du Rwanda et autres. Donc, et tous les autres, les pays asiatiques, que ce soit la Chine et autres, moi je pense que l'action la plus forte devrait venir de nous, Kinshasa. La prise de conscience. C'est-à-dire que, comme tu ne veux pas arrêter d'acheter les quelques tonnes de coltan là-bas, on te blacklist. Tu es blacklisté et tu n'auras pas à exploiter. En tout cas, on trouve une sanction sur les millions de tonnes de minerais que tu exploites légalement de l'autre côté. C'est à nous d'être brutal. Nous devons être brutal par rapport à ces partenaires-là. Il faut pas attendre leur bonne volonté. Non! Parce que vous verrez que c'est des entreprises aussi peut-être qui ne sont pas totalement légales, c'est tout ça. Mais c'est à nous de frapper fort sur les partenaires, parce qu'on ne peut pas avoir un partenaire qui a deux visages. Parce qu'ils auront toujours besoin du Congo. Ils auront besoin du Notre Congo. position est incontournable. Et surtout en ce moment, et indispensable. on parle des minéraux critiques et tout. Ils ont besoin de nous. Et donc, vous savez, la législation internationale condamne ça. Faire une chose pour nous, sans nous, c'est la faire contre nous. Exactement. Et Très ça bien. passe par la prise de conscience, on a vu. Monter, il en restera toujours quelque chose. Le Oui. plus grand mensonge du XXe siècle aura été Hitler, qui a convaincu le monde entier qu'il régnerait sur la planète entière. Il en avait le moyen. Il avait des structures. Et nous savons comment la Deuxième Guerre mondiale a fini. L'autre plus grand mensonge, c'est le Rwanda. Je reviens à ce que Bienvenue disait tout à l'heure, que les sorts du Rwanda sont liés au sort du M23. Ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Le Rwanda a existé avant le M23 et le Rwanda existera après le M23. Il n'y a que les hypocrites ou les faibles d'esprit, je l'ai dit poliment, qui vont adhérer à ce genre de discours. C'est pour implorer la pitié, à votre avis, il le dit. Et la RDC sont condamnés à vivre éternellement ensemble. Il y a des contrats qui ont été, des accords qui ont été signés pour une exploitation commune. C'est-à-dire, cette partage, cette solidarité, moi je l'appelle solidarité entre peuples africains. Pas ce que les Sud-Africains nous servent, mais nous avons, je l'ai dit à l'éminaire ici, qu'on avait la responsabilité de conduire les autres vers le développement, notamment économique. Et nous sommes dans notre rôle. Mais si quelqu'un pense que son bonheur doit se fonder sur le malheur de la RDC, ça c'est un grand mensonge. Et ça finira toujours par se savoir. Ça finira toujours par se savoir. Et nous avons la responsabilité, nous, Congolais, de ne pas croire que parce que nous devons signer avec les Américains et l'Union européenne, il faut se nous croiser le bras. La liberté d'aller signer ailleurs. Ça, c'est vraiment être faible d'esprit de penser que parce que nous avons signé avec ces gens, mais dans quelles conditions nous signons? Et si nous ne sommes pas capables de nous faire respecter, ils vont nous tourner dans la farine. Ils signent avec nous pour le même matière, ils vont signer avec un autre pays qui n'en a pas, mais qui continue à leur vendre. Et ça, c'est notre responsabilité d'être des interfaces crédibles, sérieux, pour que ces gens des pratiques. Très bien. Alors, signer, c'est une chose, oui, mais il faut aller plus loin. La conscience collective. Et ces dialogues Il faut rajouter ça. Au-delà de la signature, il faut rajouter ça. La conscience collective. Et ça peut aussi se jouer lors de ces dialogues. Vous avez vu avec la propriété dans la partie Tcham ou avec les généraux Kaston Kabuki. On en parlera. On aura une émission plus tard, par exemple, consacrée essentiellement à ces réalisations. On sent déjà le résultat de la task force. Je suis très dubitatif. Non. Nous aurons le temps d'en parler. Non. En tout cas, je vais vous l'accorder, mais laissez-moi poser d'abord ma question. Mais je la poserai, ça sera au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et prenez bien soin de vous.